Bienvenue déjà à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce cinquième rendez-vous résilience sur une thématique dont on parle souvent et qui peut être souvent associée au cancer. C'est effectivement l'image de soi face au cancer qui peut être malmenée, qui peut être impactée par certains traitements. On parle souvent d'alopécie, on parle souvent de beaucoup de stéréotypes qu'on associe au cancer, de gens cernés, de gens fatigués avec le visage creusé, de perte ou de prise de poids, tous ces stigmas physiques qu'on peut associer effectivement à cette thématique de l'image de soi. Et pour présenter cette thématique, je vous présente à mes côtés deux femmes formidables. Docteur Fanny Jacques, que vous avez probablement déjà vu précédemment si ce n'est pas la première fois que vous venez à un rendez-vous résilience. Le docteur Fanny Jacques est psychiatre chez Résilience. Elle a travaillé une dizaine d'années en cabinet spécialisée avec des patients atteints de cancer. Elle a ensuite été entrepreneuse digitale sur la santé mentale et a rejoint l'an dernier Résilience pour travailler avec nous sur des problématiques de santé mentale et cancer. On a avec nous ce soir une experte du sujet puisqu'elle est socio-esthéticienne de métier. Je vous présente Corinne Laby. Elle intervient d'abord au sein de l'Institut Curie où elle a pu acquérir une grande expérience en oncologie. Et depuis 2018, elle prend soin des patientes et des patients de l'Institut Gustave Roussy avec trois collègues. Et je me présente, Anne-Sophie. Je travaille chez Résilience sur l'expérience patient. J'ai moi-même cofondé une association d'anciens patients cancer euh, pour les 13-30 ans, puisque je suis moi-même tombée malade dans cette tranche d'âge. Et donc, je suis engagée depuis 10 ans sur les sujets patients et cancer. Et donc, ce soir, j'apporte mon regard, non pas seulement ma seule propre expérience personnelle, mais je parle au nom de milliers de patients que j'ai pu rencontrer sur mon chemin depuis 10 ans. Nous avons également en ligne avec nous ce soir Sarah, qui sera à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat, auxquelles nous répondrons toutes les trois. Alors, un petit avertissement, comme d'habitude, nous vous invitons à éviter des questions concernant particulièrement votre parcours de soins personnels, étant donné qu'on est sur une approche générale de la thématique et que la docteure Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions-réponses via le bouton Q et R. Je les partagerai à Fanny et Corinne tout au fil de la conversation. Et si vous souhaitez poser vos questions à voix haute, vous pouvez le faire en levant la main et nous vous donnerons la parole. Vous n'aurez qu'à ouvrir votre micro sans ouvrir la caméra. Enfin, sachez qu'en fin de live, nous vous soumettrons quelques questions de sondage pour avoir vos retours sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Bonsoir à toutes et tous, à toutes. Je crois que nous sommes entre femmes ce soir. Je suis ravie d'être à ce cinquième rendez-vous de résilience. Donc, merci Anne-Sophie pour cette introduction. Donc, en effet, je suis médecin psychiatre. Et donc là, vous êtes vraiment avec une experte du sujet qui est Corinne. Alors, j'essaierai de compléter les propos de Corinne, peut-être sur le versant un peu plus psychologique, puisque en l'occurrence, sur cette thématique ce soir, il va y avoir une intrication, on va dire, entre ce qui est du corps et des problématiques très pratiques, physiques, et puis également les implications psychologiques. Alors moi, je vais essayer d'avoir cette seconde casquette de psy. Et peut-être pour démarrer, c'est vrai que moi, ce que je trouve dans cette maladie du cancer, le grand paradoxe, je pense que Corinne, tu vas confirmer, c'est finalement, c'est pas la maladie qui abîme le corps, mais plutôt les traitements qui vont abîmer le corps. Et je pense que déjà, dès le départ, du coup, pour le patient, c'est un véritable, ouais, c'est un vrai paradoxe, du tiraillement, parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai pu discuter avec les patients, ils vont se sentir assez honteux déjà de se plaindre ou de ne pas se sentir bien. Pour ce qui pourrait finalement paraître futile, qu'est-ce que c'est que de perdre ses cheveux ou d'avoir une cicatrice alors que grâce au traitement, on est toujours en vie. C'est vraiment le paradoxe pour moi dans la maladie du cancer, c'est que c'est une maladie qui est très souterraine, qui laisse des séquelles plutôt internes,
invisibles, et ce que l'on va voir, ce que l'autre va percevoir, et bien finalement sont les effets des traitements, les cicatrices, le fait de ne plus avoir de cheveux, mais du coup de ce fait, eh ben, on peut même pas sortir dans la rue sans cacher qu'on est malade, alors que notre maladie, elle est intérieure. Et finalement, on n'a peut-être pas spécialement envie que l'étranger qu'on va croiser dans le métro ou dans la rue bah, sache ou imagine qu'on est atteint d'un cancer. Et donc, finalement, il va avoir très vite, il va se mettre en place une honte comme ça à affronter le regard de l'autre. On se sent abîmé dans notre identité, mais aussi presque un peu violé parce que à cause de notre apparence physique, la personne en face, elle va pouvoir tout de suite peut-être percevoir ce qu'on a eu, contrairement au diabète ou à l'hypertension artérielle, à toutes ces maladies chroniques que l'on peut cacher. Et ben hélas, le cancer, on peut pas toujours le cacher. Et juste un petit focus, puisque on a l'air d'être entre femmes. Évidemment, on va y revenir. Pour moi, cette problématique autour de l'image de soi, elle atteint quand même plus particulièrement les ados, les jeunes adultes, puisqu'on est dans cette période-là, on est dans une construction de notre image. Donc, évidemment, avec le cancer, c'est bien plus compliqué. Et puis, bah, chez les femmes, et notamment cancer du sein, alors ça va toucher les cheveux, ça va toucher les seins, qui sont finalement deux symboles dans notre société de la féminité. Donc les femmes, elles vont être vite atteintes dans leur identité féminine, même dans ce qu'on peut appeler finalement une sorte de leur sex appeal qui va être atteint. Du moins, c'est ce que elles vont percevoir. Donc c'est assez intéressant et plutôt, enfin, c'est un signal assez fort de voir que nous sommes entre femmes ce soir. Je te laisse la parole, Corinne. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Fanny. Oui, effectivement, pendant que tu parlais, je pensais à une de mes patientes qui m'avait dit une fois, ah bah les traitements, c'est pas des dragibus, hein. Donc effectivement, pour dire que qu'effectivement, on ne se rend pas compte comment dire de peut-être on ne se rend pas compte de la puissance des traitements justement et qui provoquent en fait tous ces effets secondaires. Et effectivement, ces effets secondaires sont très handicapants, en fait, hein. Effectivement, quand on perd des cheveux, on pourrait penser qu'effectivement, ce n'est rien, mais en fait, oui, quelquefois, ça peut vraiment s'apparenter à une vraie mutilation, en fait. Carrément, on peut le dire, c'est assez fort comme mot, mais on pourrait le dire comme ça. Alors, moi, dans ma pratique, en tout cas, ce que j'essaye avec mes collègues de faire, c'est déjà dans un premier temps, de rassurer, de dire, bah, de dire aux patientes que c'est normal, que c'est tout à fait normal hein, de ne pas se sentir bien pendant cette période. C'est tout à fait normal. On perd ses repères, on perd effectivement, ce qui revient souvent, c'est que je ne me reconnais plus. C'est tout à fait normal. Alors après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de petites astuces, plein de petites choses qui peuvent aider à améliorer justement cette image de soi, ce rapport à ce nouveau soi, j'ai envie de dire, à l'apprivoiser, voilà. Donc, il existe quand même des petites choses. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ah oui, Voilà. oui, ta notion de s'apprivoiser me parle, résonne particulièrement parce qu'effectivement, je trouve que souvent quand la maladie est diagnostiquée, c'est souvent tard. Enfin, on s'en rend pas compte forcément au tout début, sauf s'il y a dépistage. Mais en tout cas, pour ma part, c'était assez tard que ça a été diagnostiqué. Les traitements ont commencé très très vite. La perte des cheveux s'est faite radicalement 10 jours après la première injection de chimiothérapie. Et en fait, j'ai eu l'impression que je voyais dans le miroir, mais je ne me reconnaissais pas, et qu'en fait, il y avait un décalage entre mon corps et ce que j'étais capable de pouvoir comprendre, de pouvoir conscientiser des changements qui se jouaient dans mon corps. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'ai Mm, trouvé qu'il y avait vraiment un temps de latence entre la réalité effectivement du corps et ce que moi j'intégrais mm, émotionnellement de l'image qui se reflétait dans le miroir. Et c'est vrai que du coup, ça se fait en décalé pendant les traitements. Et limite, quand je suis arrivée en rémission, c'était trop tôt dans le sens où j'avais enfin apprivoisé l'image que j'avais dans le miroir. J'arrivais à nouveau à me sentir belle, à avoir trouvé les astuces de maquillage, voilà, avec les prothèses capillaires, avec tout ce qu'on peut imaginer de foulards, de nouages, de tout ça. Et quand je suis arrivée en rémission et que les cheveux ont commencé à repousser, bah, à nouveau, c'était un changement physique
que j'ai à nouveau dû apprivoiser et avec toute la patience que ça représente, puisque voilà, les cheveux repoussent pas en 2 jours. Donc voilà, tout ça pour dire que cette notion de pouvoir apprivoiser tous ces changements me parlait beaucoup. Je vous propose qu'on aborde donc effectivement les quelques questions qu'on a pu recevoir juste avant ce live. La première nous vient de Colette qui nous dit: Bonjour, traitée pour un cancer du sein, j'ai perdu mes cheveux et cela ne m'a pas posé problème. Maintenant Maintenant que mes cheveux repoussent, j'ai beaucoup de mal à accepter ma nouvelle image car je ne me reconnais pas. J'ai toujours coloré mes cheveux en blond, coupés au carré, et là je me retrouve avec des cheveux gris et une chevelure très courte. Coup de grâce, ma voisine ne m'a pas reconnue. Je porte un bandeau pour habiller ma tête et recouvrir ce que j'ai du mal à accepter. Que faire d'autre pour me sentir mieux? Merci pour votre aide. Fanny, je te propose de commencer pour répondre. D'accord, merci. Oui, je commence et puis vraiment pour les conseils plus pratiques, je laisserai la parole à Corinne. Bah, c'est surprenant, c'est exactement ce que tu disais, Anne-Sophie. Chez Colette, finalement, cette période sans cheveux, elle se l'est appropriée, elle s'est apprivoisée sans cheveux de façon assez rapide. Et c'est en fait sa nouvelle tête, entre guillemets, parce qu'en effet, les cheveux, ben, ils poussent pas forcément avec la même texture. On peut passer d'avoir été frisé à avoir les cheveux lisses, on peut passer de cheveux blonds à cheveux gris, ils changent de couleur, etc. Et donc, finalement, parfois, c'est ça qui est encore plus surprenant. Et c'est vrai que le visage, c'est le symbole même de l'identité. On fait sa carte d'identité, on fait un passeport en prenant une photo de son visage. Donc, de ne plus avoir le même visage, c'est vraiment une perte d'identité. Ça va rendre le reflet qu'on a étranger. Ça peut être quand on n'a pas de cheveux, mais aussi quand les cheveux repoussent de façon très différente. Donc en fait, il faut se réapproprier une identité peut-être plus en profondeur pour se réapproprier le qui je suis. Et du coup, on ne se sent pas tellement en harmonie ni avec soi, ni avec les autres. Et comme je le disais en introduction, c'est vrai qu'en plus, les cheveux pour une femme, tout comme la poitrine, c'est quand même un symbole fort de féminité qui peut être touché. Donc, je laisserai ensuite la parole à Corinne, mais en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que pour se sentir mieux, eh bien, il faut essayer je pense, moi, de s'extirper du détail et de se regarder de façon générale hors de son visage pour essayer de se retrouver soi-même par d'autres biais, parce qu'on n'est pas, heureusement, que des cheveux sur une tête, et peut-être de mettre ses points forts autres en avant. Peut-être que Colette, elle a une très belle bouche, des très belles jambes, des jolies épaules. Et donc, peut-être que c'est aussi l'occasion, essayer de transformer ce changement en une occasion positive pour changer de look, après tout, pourquoi pas, et pour mettre aussi en valeur les autres attributs féminins ou les autres atouts qu'on considère avoir. En tout cas, il faut prendre, on dit un peu la big picture, le grand angle, ne pas focaliser sur ses cheveux, mais essayer justement de puiser au fond de soi et de se dire physiquement, qu'est-ce que j'aime aussi chez moi et qu'est-ce que donc je vais pouvoir mettre en avant et est-ce que j'en profiterai pas pour changer de look. Et puis après, mais je pense que ça, Corinne, tu vas en parler, il existe quand même des coiffeurs qui sont spécialisés. Moi, j'y connais pas grand-chose, tu vas nous le confirmer, mais il existe aussi des méthodes de coloration naturelle si Colette, elle n'a pas envie de changer de look, mais que justement, ce qui la rassure, c'est retrouver la même tête que celle qu'elle avait avant, elle a aussi tout à fait le droit. Et je pense que ça peut être possible en faisant appel à des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Tout à fait, Fanny. Vraiment, c'est exactement hein, dans ce sens que je vais aller. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu, et c'est tout à fait normal. Nos patientes ont tendance à focaliser effectivement, et c'est normal, hein, il y a pas de jugement là-dedans, mais sur justement, donc en l'occurrence Colette, donc qui parle de ses cheveux, de la texture qui a changé et de la couleur qui a changé. Alors moi, ce que j'ai envie de dire à Colette, c'est que déjà, premièrement, il existe plein de choses par rapport donc déjà aux cheveux. Donc il y a les prothèses capillaires, bien évidemment. Et en parlant de prothèses capillaires,
moi, j'avais rencontré une jeune fille qui en avait profité, qui était en traitement et qui avait perdu ses cheveux et qui avait profité pour se constituer une collection de perruques. Et elle était très drôle parce elle en avait des courtes, des longues, des colorées, enfin voilà, c'était vraiment sa façon à elle de traverser ça et j'avais trouvé ça très, très sympathique. Et donc, en fait, voilà, ça peut être une idée comme ça aussi. Donc, il y a les prothèses capillaires, il y a bien évidemment les turbans, les bandeaux. Il existe même des bonnets capillaires avec des cheveux intégrés. Voilà, il y a tout un panel, voilà, des turbans, il y a des associations qui fabriquent aussi des chapeaux, des choses, enfin voilà, vraiment très colorées, très, très fraîches. Donc ça, c'est une première chose. Après, de jouer aussi sur les accessoires. Voilà, de ne pas focaliser sur les cheveux, mais peut-être sur des boucles d'oreilles. Si on n'aime pas les boucles d'oreilles trop volumineuses, mais on peut jouer sur, il y a des petites perles. Voilà, jouer un petit peu sur les accessoires, les foulards, sur autre chose. Parce que, et puis aussi, il faut se dire que ce que nous, on voit, ce qu'on perçoit de nous, c'est pas forcément ce que l'autre perçoit. Très souvent, on serait étonné, voilà. Et donc, on peut penser que les gens focalisent sur nos cheveux, alors que pas du tout. Donc, il y a ça. Effectivement, quand on parlait aussi de professionnels, effectivement, il existe des socio-coiffeuses également. Donc, qui sont des coiffeuses qui ont une spécialisation, tout comme les socio-esthéticiennes, et donc qui peuvent, voilà, faudrait regarder un petit peu sur Internet par rapport à là où on habite et tout ça, se renseigner auprès des ligues, mais effectivement, il existe aussi des socio-coiffeuses qui sont vraiment spécialisées en fait dans la prise en charge, voilà, notamment quand on est à l'hôpital, quand on est en traitement anticancéreux. Et puis, bien évidemment, le maquillage. Voilà, donc toutes ces choses, le maquillage, mais aussi les vêtements, les couleurs. Donc, tout ça va prendre. Alors, ça peut être une découverte parce qu'il y a beaucoup de nos patients qui nous disent, oh, ouais, ben ça, moi, j'ai pas l'habitude, je l'ai jamais fait. Mais voilà, ça peut être l'occasion d'aller explorer justement de nouvelles pistes, de nouvelles choses. Et puis pour ceux et celles qui ont des... Alors non, on n'est qu'entre filles, on avait dit, mais pour celles qui ont des enfants, les enfants aussi, hein, ce sont des ressources précieuses parce que elles sont, on va dire, c'est une génération un peu réseaux sociaux et tout ça, donc ils voient ce qui se passe sur les réseaux et qui peuvent, voilà, qui peuvent vraiment aider certaines patientes, ben, ce sont les filles ce sont leurs filles qui les maquillent. Ça peut être l'occasion vraiment d'être un moment, ça peut être des moments vraiment de complicité, de lien, voilà. Et pourquoi, faut pas s'en priver. Et moi, en tout cas, ma façon de travailler, en tout cas, c'est vraiment d'essayer de dédramatiser au maximum. Voilà, c'est déjà c'est lourd, les traitements sont lourds, l'environnement à l'hôpital est lourd, c'est d'essayer voilà, de prendre ça un petit peu plus, de façon plus légère. Voilà. Ouais, je suis complètement alignée avec vos deux points de vue. Voilà, comme je le disais moi juste avant, c'est à chaque fois euh, un- une nouvelle manière de s'apprivoiser soi-même, en fait. Et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps au quotidien de prendre soin de soi. Et face à la maladie, on est happé par cette vague de traitement, par cette vague d'examens et qui fait qu'on lâche un peu prise, notamment sur l'image, que c'est pas la priorité. Et qu'effectivement, bah, ce signe des cheveux qui repoussent, à la fois, c'est génial parce qu'on se dit bah, que potentiellement, on s'écarte à nouveau de ces traitements et qu'on va aller mieux. Et on aimerait que ça aille plus vite, mais ça va pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Et je pense que dans ces moments-là, moi, c'est souvent l'un des conseils, c'était vraiment de dire, bah, déjà, enfin, prendre du temps, sois douce avec toi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire des automassages où on vient juste masser le cuir chevelu ou vraiment les quelques millimètres de cheveux qui commencent à repousser, bah, avec de l'huile de ricin, d'huile d'amande douce, juste venir masser comme ça tous les soirs, ça vient réveiller les cellules capillaires, ça vient et puis, on se fait du bien, en fait, tout simplement. Je pense qu'effectivement, c'est, c'est aussi. Moi, je sais qu'il y a pas mal de patientes qui m'ont dit, je me suis aussi beaucoup appuyée sur mes proches qui m'aiment énormément et qui m'ont dit à quel point bah, j'avais un beau crâne, à quel point mes cheveux qui repoussent, bah, c'est chouette de voir
c'est surprenant, ça boucle alors que ça bouclait pas avant et ça boucle un temps et puis ça revient lisse après. Mais c'est ces découvertes-là, en fait, avec beaucoup de douceur. Je suis d'accord avec toi, tous ces moments vraiment d'intimité qu'on peut partager avec ses proches, que ce soit ses amis, hommes ou femmes, que ce soit son conjoint, ses enfants, voilà, juste, on fait un masque du visage, où on va se mettre du vernis, où on va essayer de coiffer ces cheveux qui repoussent et qu'on ne connaît pas et donc qu'on a effectivement besoin d'apprivoiser. Ça peut être aussi l'occasion d'aller faire une virée shopping tout simplement et d'amener l'attention des autres sur un autre détail que ses cheveux. Et effectivement, moi, ce que je trouve chouette aussi, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, on voit aussi des femmes tête nue. Des femmes chauves ou des femmes avec des cheveux très courts, voilà, de tous les types, de tous les âges, de toutes les couleurs de peau. Moi, à chaque fois, je trouve ça magnifique. C'est pas forcément des femmes qui ont été malades, et pour autant, voilà, ça montre cette diversité. Je pense qu'encore une fois, et moi ça je l'ai par contre toujours dit, c'est il faut pas, enfin, c'est pas il faut pas, mais c'est pour moi, c'est pas naturel d'avoir honte de ce par quoi on est traversé. Et pour moi, c'est avoir la tête haute que de montrer avec beaucoup de fierté que voilà, on a réussi à outrepasser la maladie et aujourd'hui, on est sur un nouveau chemin. Et voilà, et c'est de goûter à tous les bonheurs qui peuvent ponctuer notre chemin. Peut-être que votre voisine Colette bah, vous a pas reconnu parce qu'elle était dans un mauvais jour ou qu'elle était soucieuse ou qu'il y avait d'autres choses qui la préoccupaient. Et c'était pas forcément juste qu'elle ne voulait pas vous reconnaître ou qu'elle avait voilà, d'une manière, enfin voilà, c'est aussi que les gens sont des fois dans leur tête et sont pas forcément en contact avec les gens qui les entourent. Ça peut peut-être valoir le coup juste de proposer un thé et de prendre ce temps de discuter avec elle si elle sait pas ce par quoi vous êtes passé ou l'occasion de partager ça avec elle si vous le souhaitez. Mais je pense qu'effectivement, je trouve que ça a aussi permis ce passage de la maladie pour bon nombre de patients, en tout cas que j'ai rencontré, ça a été une manière aussi de se détacher du regard de l'autre et de se dire, bah, en fait, on n'a qu'une vie et cette vie, c'est nous qui sommes à bord, qui sommes aux manettes. Et donc, donner trop de poids au regard des autres et à ce qu'ils peuvent penser de nous, bah, en fait, est-ce que vraiment on en a besoin au quotidien à part nous rendre malheureux? Voilà, ça permet aussi une petite prise de distance à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, merci pour vos retours. On va enchaîner avec du coup la question suivante qui nous vient de Catherine et qui nous pose une question à deux niveaux. Donc la première, c'est ma chimio m'a fait perdre mes cheveux, cils, sourcils. J'ai du mal à accepter mon image et donc je ne veux pas que ma famille me voie ainsi. J'ai toujours quelque chose sur la tête. Dois-je me montrer chauve auprès de mon entourage pour mieux accepter mon image? Et s'ils me le demandent? La deuxième partie, c'est je vais subir une mastectomie qui va grandement changer mon corps et qui est dure à accepter. Que faire pour que ce changement n'affecte pas trop ma vie de couple? Voilà. J'ai Donc sur la partie perte cheveux, cils, sourcils, Corinne, par exemple, je t'invite à apporter ton regard. Sa question c'est, alors, j'ai du mal à accepter mon image, donc dois-je me montrer chauve auprès de mon entourage pour mieux accepter mon image? Alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de répondre parce que c'est vrai que ça dépend de plein de paramètres. Et en fait, moi, j'ai envie de dire oui. Alors, peut-être de poser, peut-être de préparer peut-être le terrain, parce que dans la question, on sent quand même que Catherine a envie quand même de enfin, c'est moi qui interprète comme ça, peut-être que j'interprète mal, mais que quelque part, elle a envie de se montrer telle qu'elle est, en fait, de montrer son image à son entourage. Moi, j'ai envie de dire à Catherine bah, de tâter un peu le terrain, et puis peut-être voilà d'y aller voilà mais comme je disais voilà de peut-être dans voilà de je sais pas comment mais voilà, d'enlever ce côté un peu dramatique, voilà, d'y aller vraiment en toute simplicité, hein, moi j'ai envie de dire. Et de toute façon, elle verra bien comment en face, comment l'entourage réagit. Et encore une fois, j'ai envie de dire, quelquefois on se fait toute une montagne et quelquefois, des fois, les choses se passent tellement simplement. J'ai des patientes, enfin, il y en a une en particulier qui m'avait raconté elle stressait beaucoup par rapport à ça. Elle avait un enfant en bas âge, enfin, un jeune enfant. Et en fait, quand elle s'est montrée pour la première fois sans prothèse capillaire, sans turban,
bah, le petit, il a juste regardé et puis bon, voilà, et puis il a continué à jouer. Enfin, il a dit une petite phrase, mais voilà, ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Après, il y a aussi d'autres enfants qui peuvent réagir complètement différemment. Donc, effectivement, voilà, ça dépend. Mais j'ai envie de dire, bon, bah, pourquoi pas. Et puis pour les cils et les sourcils, et puis les cheveux, donc on a déjà un petit peu répondu précédemment, notamment Anne-Sophie qui disait qu'on pouvait faire des soins. On peut faire des soins et faire le soin, c'est pas juste faire le soin pour faire le soin, ça nous rend acteurs, ça rend acteurs et on se fait du bien en fait, tout simplement, hein, de se mettre un petit peu d'huile de ricin et de masser le cuir chevelu pour pouvoir activer la circulation et puis stimuler un peu la repousse des cheveux. On peut également faire des soins pour les cils et les sourcils. De la même façon, appliquer, voilà, il existe des produits prêts à l'emploi pour stimuler la repousse des cils et des sourcils. Et je trouve que c'est une démarche voilà, qui peut être très bénéfique aussi. Et donc voilà. Et s'il me le demande, ben, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, Catherine. Après, c'est à vous de comment vous vous sentez, comment vous appréhendez la chose. Mais moi, j'ai envie de dire dans la question, je vois que qu'elle a envie, Catherine. Alors, Catherine, foncez. Voilà. Fanny, est-ce que tu veux compléter le retour de Je vais Corinne? compléter avec ma casquette de psy, bien sûr, mais évidemment, je suis plutôt d'accord avec toi. Si jamais l'entourage le demande, je pense que c'est plutôt une bonne chose que d'accéder à cette demande. Déjà, première chose, il y a souvent quand même un décalage, une dissociation entre le regard de l'autre qui est bienveillant et son propre regard qu'on a sur nous qui est plutôt honteux. Et donc finalement, d'avoir le regard de l'autre bienveillant alors que nous, on se sent mutilé, et ben ça fait du bien. Et surtout, moi, ce que je voudrais repréciser, mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, Anne-Sophie, mais j'insiste sur ce point, je le redirai souvent, comme on dit, il n'y a pas d'événement, il n'y a que des interprétations d'événements. Il faut changer son point de vue sur la situation qui est je n'ai pas de cheveux. C'est une sorte d'interprétation négative. J'ai pas envie de susciter la pitié, tout le monde va savoir que j'ai un cancer, etc. Le cancer ne fait pas perdre les cheveux de qui que ce soit. Ce sont les traitements du cancer qui font qu'on perd ses cheveux. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on perd ses cheveux? Parce qu'on est en train de lutter contre une maladie. Et donc, on est en fait en train de se soigner, qu'on est en train de supporter et que donc, en fait, Catherine, vous êtes une battante. Et la perte des cheveux, c'est les stigmates des traitements, pas de la maladie. Donc, il faudrait essayer finalement un peu de voir ça. Tu le disais tout à l'heure, Anne-Sophie, tu as réussi à faire ça et c'est génial. Non pas comme une faiblesse ou une honte, mais une force. Il faut essayer de se dire, eh ben, c'est comme dans les films quand celui qui s'est fait manger le bras par un requin qui va aller pavaner pour montrer sa cicatrice. Ouais, j'ai combattu un requin, regardez comme je suis fort, je suis hyper courageux, j'ai combattu et je m'en suis sortie. Et ben là, c'est la même chose en fait. Pourquoi est-ce que vous, votre blessure de guerre, vous la montreriez pas finalement, Catherine? C'est une blessure de guerre d'une personne hyper courageuse qui a combattu pour sa vie, qui est toujours là pour en témoigner. Si vous changez cette interprétation que vous avez, si vous changez cette perspective et que vous changez de point de vue, c'est pas la pitié qu'on va attiser chez l'autre, c'est plutôt l'admiration. Et ça va vous aider en fait à vous détacher de la crainte du jugement. Est-ce que vous n'avez pas envie, Catherine, que votre entourage vous admire? Eh bien oui, et donc, s'il demande à vous voir sans vos cheveux, montrez-vous sans vos cheveux, c'est votre cicatrice de combattante, comme celui qui s'est fait manger le bras par le requin. Voilà. Et je finirai juste, voilà, encore une fois, on est alignés toutes les trois, c'est assez évident. Euh, pour moi, c'est vraiment suivre son instinct, ce qui est juste pour soi. Si à l'intérieur, vous sentez cet élan, cette envie de pouvoir en parler, déjà, c'est pas à tout le monde d'un coup, ça peut être une personne, puis une deuxième, puis une troisième, dans les termes et dans les conditions qui vous conviennent à vous.
Et puis dans un deuxième temps, je peux aussi vous inviter à regarder sur notre chaîne YouTube et dans l'application. On a fait en juin dernier le rendez-vous résilience, c'était sur le sujet le cancer et les proches avec Fanny. Et elle donne aussi tout un tas d'astuces et de conseils si effectivement vous souhaitez en parler à vos proches et si effectivement vous souhaitez effectivement vous montrer tête nue ou juste pouvoir ouvrir ce sujet puisque par expérience, c'est quand même un sujet qui est assez lourd à porter quand on est tout seul. Et si on répartit la charge avec les autres, effectivement, d'une part, on peut être surprise des réactions de nos proches, euh, et puis, euh, et puis se sentir moins seul, en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous le sentez, je pense qu'effectivement, c'est aller dans cet élan et prendre le temps de pouvoir vous montrer tête nue. Vous verrez, c'est quand même assez libérateur. Si on reprend donc la deuxième partie de la question de Catherine sur cette mastectomie qui arrive et la peur qu'elle a sur les changements de sa vie de couple, est-ce que Fanny, par exemple, tu pourrais nous donner quelques clés, par exemple, sur le sujet? Oui, bien sûr. Et je vais reprendre la question de Catherine parce que justement, elle est intéressante. La réponse est dans la question. Catherine, elle nous dit, je vais subir une mastectomie, ce qui va grandement changer mon corps. Eh bien non, Catherine, ça ne va pas grandement changer votre corps. Je veux que vous chassiez ce mot de votre vocabulaire, puisque ça, c'est un petit peu ce qu'on se disait déjà tout à l'heure. Il y a vraiment un travail à faire. Je sais que c'est difficile, mais par rapport à ces pensées, ça ne va pas grandement changer votre corps. Ça, c'est une forme d'interprétation que vous avez. Et un peu comme j'ai travaillé avec des patients sur des complexes, même en dehors d'un cancer, le complexe du gros nez, etc., le complexe de tout un tas de choses, on a l'impression que ça change grandement notre allure, mais en fait, non. Nous, en tant que complexe, on va fixer dessus. On va ne penser qu'à ce détail sans voir l'enrobage général de Catherine. On va penser un peu en tout ou rien. Et du coup, en fait, on est tellement obnubilé par ce détail qu'on ne va plus avoir une vision réaliste de nous-mêmes. Donc, première chose, j'espère quand même, Catherine, que votre mari ne vous voit pas que comme une poitrine sur pattes. Sinon, il faut changer de mari. Et donc, finalement, posez-lui la question à votre mari, parce que je pense qu'il est loin de vous considérer comme ça. Et en fait, on va avoir tendance, lorsqu'on a un complexe, eh bien, d'avoir des comportements qui, au lieu de camoufler ce complexe, va l'amplifier. Moi, je me souviens d'une patiente qui, même l'été, se mettait des écharpes et 3 couches de pull pour justement cacher sa mastectomie. Tout le monde la regardait. Donc, elle me disait, bah, ça montre bien que j'ai raison. Tout le monde ne fait que regarder ma mastectomie, mais je pense plutôt que les gens devaient trouver ça assez inapproprié qu'elle soit en écharpe et triple pull alors qu'il faisait 35 degrés. Et finalement, c'est une sorte de croyance autoréalisatrice parce qu'on est obsédé par notre physique et qu'on a du coup des comportements pour nous cacher qui vont finalement mettre en exergue ce truc qu'on a et qu'on trouve pas vraiment normal. Et donc, communication, discussion avec le mari, ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et notamment, juste une petite aparté sur la sexualité, puisque je pense que Catherine, elle a peut-être aussi ça en tête. Le plus grand ennemi d'une bonne santé sexuelle, c'est le silence. Le premier organe sexuel, ne l'oubliez pas, c'est le cerveau. Et donc, si votre cerveau vous dit je suis moche, mon mari doit me trouver hideuse, je dois le dégoûter, forcément, la sexualité, ça risque de bloquer. Donc, pour ça, vraiment, pour pouvoir débrancher votre cerveau et lâcher prise, eh bien, il faut discuter de cette image de vous avec votre partenaire. Et moi, je voudrais, oui, rajouter le mot qui me vient, c'est créativité en fait. C'est-à-dire que c'est de se servir un petit peu voilà, de ce changement qui n'est pas un changement voilà, qui est énorme comme on pourrait le concevoir. Mais c'est de, voilà, j'ai dans la tête, en fait, dans un magazine, j'avais vu à un moment donné qu'il y avait des jeunes femmes qui s'étaient fait tatouer, des jolis tatouages, en fait, sur les... C'est très, très joli, hein, ça peut être très, très joli. Donc, je dis pas à Catherine de se faire tatouer, mais pour dire que
il existe aussi des façons de pouvoir sublimer, entre guillemets, que ce soit une cicatrice ou voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi, comment dire, ben justement, Fanny le disait, il y a la discussion, il y a sans rentrer dans les détails, mais voilà, ça peut être, par exemple, se faire masser la cicatrice aussi, peut-être, voilà, ça, je pense qu'il y a plusieurs façons d'appréhender les choses et pour pas que justement en faire peut-être même un jeu, pourquoi pas, euh, voilà, pour pas que ça affecte sa vie de couple. Donc je pense que voilà, il y a encore une fois, créativité, créativité, créativité. Et pas d'interprétation. Oui, Et pas c'est ça, d'interprétation, on ne peut pas lire dans la tête des gens ce c'est qu'ils ça, pensent, ce qu'ils ressentent, à moins de leur demander. c'est ça. Anso, qu'en penses-tu? Bah, j'en pense qu'effectivement, sur la mastectomie, on projette aussi énormément de choses. On parle des femmes amazones, on parle de cette mutilation, on parle de j'ai un sein qui me manque, donc je suis à moitié femme. Il y a toutes ces notions autour de la maternité, de la féminité de la femme qui sont très associées à la poitrine et effectivement qui peuvent être aussi des craintes irrationnelles qu'on a, ne sachant pas ce qui va se passer pour nous derrière. Je pense que déjà, si vous avez des questions d'ordre médical, c'est de bien en parler avec le chirurgien avant l'intervention, de savoir si derrière il pourrait y avoir une reconstruction et que vous puissiez voir avec le chirurgien quelles sont les options de reconstruction qui sont disponibles pour vous en vos termes. C'est si vous êtes à l'aise avec votre conjoint d'en parler, c'est aussi d'en parler avec lui. Je connais bon nombre de femmes qui effectivement avaient peur de cette chirurgie et qui au final derrière et s'étaient dit avant la chirurgie je vais me faire reconstruire directement derrière, c'est pas possible pour moi d'être sans sein et qui de toute manière à cause de la radiothérapie n'ont pas pu se faire reconstruire avant un an après la chirurgie et qui au bout de ces un an ont dit en fait je ne vais pas me faire reconstruire du Mm. tout. En fait, je suis à l'aise avec l'image que je vois dans le miroir aujourd'hui. Effectivement, il y a toutes ces options de tatouage qui peuvent aussi venir embellir ce qui fait maintenant cette partie de votre corps et qui juste assume complètement de se dire ça fait partie de moi en fait, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mes cicatrices, on en a tous. Moi, elle est peut-être un peu plus visible que certaines femmes, mais c'est OK. Et peut-être qu'effectivement, avec votre conjoint, encore une fois, si vous êtes à l'aise d'en parler, c'est pourquoi pas d'en parler, de partager vos craintes, parce qu'il en a peut-être aussi, et effectivement, d'en parler, de dédramatiser, de poser vos mots sur les émotions qui vous traversent, sur les craintes que vous avez, sur tous les doutes aussi que vous avez, sur l'impact que ça pourrait avoir sur votre couple, de voir ce qu'il a à dire face à ça, et derrière de pouvoir aussi trouver des solutions ensemble. Peut-être qu'il vous dira, mais en fait, sain ou pas sain, je m'en fiche, en fait, je suis amoureux de la femme que j'ai en face de moi et Mm. pas des seins que je vois en face de moi. Et effectivement, encore une fois, en fait, on fait un peu toujours le même sujet on n'est pas résumé à à des cheveux, à une paire de seins, à une paire de lèvres, à un regard. On est une entièreté. Et effectivement, cette maladie vient bousculer beaucoup de ces codes. Et aujourd'hui, on est dans des sociétés où on est très attaché au paraître, au physique, à ce qu'on envoie à l'autre. Mais on reste aussi une individualité, quelqu'un qu'on est à l'intérieur. Et c'est ça qui fait aussi ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est s'approprier toutes ces choses-là, c'est poser toutes les questions, tous les doutes que vous avez à l'intérieur, c'est de les exprimer, c'est de poser les mots sur les mots, M-A-U-X. Je pense que ça, c'est très important. Et derrière, vous trouverez le chemin par l'expérience et par ce que vous traverserez. Et peut-être juste pour rebondir, pour terminer sur ce sujet, Anne-Sophie, là, ce que j'aime beaucoup là dans ce que tu dis, c'est de se dire que c'est une cicatrice parmi d'autres. Le cancer, maintenant, on sait quand même que ça va toucher une personne sur deux ou une personne sur trois dans le monde. Donc, ça devient une des maladies les plus courantes du monde et ça devient une maladie qui est aussi de plus en plus chronique. Donc, il n'y a pas de honte face à cette réalité. Vous êtes en traitement et vous êtes en train d'éradiquer cette maladie qui est une maladie assez fréquente et il faut le voir comme une cicatrice de vie parmi d'autres, comme les rides sont une cicatrice de vie, comme une césarienne est une cicatrice de vie, Exactement. les vergetures en sont Mm. également après des grossesses, etc. Et bien, c'est une cicatrice parmi d'autres et qui est dans les plus courantes, puisque finalement, le cancer, c'est aussi une des maladies maintenant dans le monde qui est courante. Tout à fait. Et c'est drôle parce que du coup, là, on a reçu
On a reçu un commentaire là en cours de live d'Isabelle qui nous dit, lorsque l'on a apprivoisé le fait que l'on ne sera plus jamais comme avant, pourquoi ne pas se lancer dans une nouvelle mode? L'esprit sera occupé à autre chose que le cancer et ce ne sera peut-être que positif. À l'heure actuelle, beaucoup de techniques existent pour paraître autrement. L'important dans l'histoire est tout simplement de se sentir bien dans sa peau et d'éliminer les futilités. Prendre soin de soi est plus qu'important. Elle On a est super complètement raison, alignés, Isabelle. Isabelle. Ouais, bravo, parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure dans la question précédente. Soit on essaye de retrouver son apparence antérieure, et c'est OK aussi. Si on était blonde et qu'on a envie d'être blonde de nouveau, ben, on fait ce qu'il faut pour le redevenir. Ou soit on se dit, bah, tiens, allez, je tourne ça en quelque chose de positif, finalement une expérience de vie. J'ai l'occasion de changer de look, d'avoir les cheveux Exactement. super courts et gris alors que je les avais super longs et blonds, de plus avoir de poitrine, de porter des vêtements colorés, de mettre en valeur mes jambes parce que c'est un atout que je mettais avant jamais en avant, etc. Et c'est un virage qui peut être aussi sympa. Absolument. Et puis, c'est une manière, en fait, enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de patients et de patientes que j'ai croisés aussi qui m'ont dit, mais une fois le choc de la maladie, des traitements, une fois la rémission, et donc les cheveux qui repoussent, ça a été aussi la résilience de se dire, bah, en fait, je vais tester toutes les coupes de cheveux. Puisque forcément, les cheveux vont repousser. Donc, ils vont repousser. Ils vont peut-être pas repousser de la nature qu'ils étaient avant, mais à un moment, ça va finir par revenir comme c'était avant, plus ou moins. On sait après, de toute manière, que la nature de cheveux change tout au long de sa vie. En revanche, ça va permettre de tester effectivement toutes les coupes, de voir ce qui va pas, d'être surpris peut-être qu'une coupe courte, en fait, nous va très bien et que ça demande beaucoup moins d'entretien qu'avoir des cheveux super longs comme on avait avant d'être malade. Qu'on peut toujours jouer avec des perruques, des compléments, des prothèses capillaires qui permettent d'avoir l'impression qu'on a les cheveux longs, alors qu'en fait, des rajouts, alors qu'en fait, on a les cheveux courts en dessous. Voilà, on peut se réapproprier son image, en jouer, et je pense que revenir à cet état enfantin de bah, je vais jouer avec l'image que j'ai dans le miroir, et on a beaucoup d'apparats qui nous permettent de faire changer ça. On le cite depuis tout à l'heure, de perruques, de maquillage, de vêtements, un peu comme quand on est enfant et qu'on se déguisait. Et ben, c'est l'occasion de venir tester tout ça. Et du coup, le prendre avec ce côté léger, enfantin, rigolo, de prendre ça comme un jeu, bah, je pense que c'est aussi ramener beaucoup de douceur dans un parcours qui a pu être effectivement quand même assez complexe. Voilà. On a reçu une autre question qui, pour le coup, est beaucoup plus pratique. Et je pense que Corinne aura peut-être des conseils là-dessus. Bonjour. Donc, elle nous vient de Laurence qui nous dit bonjour. Pouvez-vous nous dire quels sont les produits qui aident à la repousse des cils et sourcils? Oui, donc comme je le disais, donc il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas citer de marque, mais voilà, il suffit de taper par exemple sur Internet ou même d'aller voir sa pharmacienne préférée. Voilà, en pharmacie, vous trouvez voilà, on appelle ça des stimulateurs pardon, de repousse. Et il y a beaucoup de marques qui proposent ce genre de produits, donc qu'on trouve voilà, en pharmacie, parapharmacie ou sur Internet. Voilà. Et puis il y a des modalités d'application qui sont différentes selon le produit. Voilà. Je Tout vais à passer. fait. Je pense que sur ce sujet-là, les personnes vers qui vous avez pu vous tourner pour, par exemple, acheter ou être conseillé sur votre perruque sont effectivement les socio-coiffeuses ou juste vos coiffeuses qui ont pu vous conseiller des perruques, sont aussi des personnes qui peuvent vous recommander certains produits effectivement pour traiter les cils et les sourcils. En parapharmacie, il y a aussi certaines parapharmacies dans vos villes qui aujourd'hui ont soit une partie de la boutique qui est dédiée à l'oncologie, soit ont effectivement une ou plusieurs marques qu'elles peuvent vous recommander. Mais de plus en plus, effectivement, ces sujets sont pris en main par effectivement bon nombre de marques. Et patient, pas patient, cancer, pas cancer. C'est un sujet effectivement de repousse de cils, de sourcils qui peuvent des fois être un peu éparses. Enfin voilà, en fait, on se rend compte que quand on est tombé malade, effectivement, tout tombe, donc on a ce souci que tout repousse. Mais en fait, on se rend compte aussi quand on parle avec le pharmacien ou avec l'esthéticienne ou la
socio-esthéticienne qui nous fait l'épilation quand des cils et des sourcils, quand certaines font ça, qu'en fait, on est beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense à effectivement avoir des fois des trous, avoir des fois une pilosité qui est pas forcément très abondante. Et donc, de poser la question en pharmacie ou parapharmacie, il y a des experts qui peuvent effectivement vous répondre et vous recommander plusieurs marques. Il y a plusieurs marques, plusieurs prix. Donc voilà, l'invitation est effectivement de vous tourner vers ces professionnels-là pour vous guider sur ce sujet. Voilà, est-ce que Fanny, tu avais un retour éventuel sur ce sujet-là? Sur ce sujet-là, pour le coup, très pratico-pratique, alors pas particulièrement, et j'en suis désolée. Moi, ce sur Oh. quoi je voulais revenir, sauf si peut-être il y a d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, soit en levant la main si vous avez envie qu'on vous entende, ou soit en tapant dans le chat. Mais en tout cas, non, moi, sinon, ce sur quoi je voulais aussi peut-être appuyer, c'est cette idée. Alors déjà, c'est sûr que actuellement, on est quand même dans une société, vous l'avez dit toutes les deux, de plus en plus centrée sur l'apparence physique. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile quand on est malade. Et puis, il y a une autre injonction sociale qui m'agace un peu, et pourtant, je dois en faire sans doute partie, qui est celle un peu du positivisme absolu. Donc, il faut renvoyer une bonne image physique, et même pendant un cancer, il faut se montrer positif. Et en fait, c'est ajouter une culpabilité sur les épaules de la personne malade, parce que si elle se montre pas belle, souriante, avec la perruque ou le foulard, ou maquillée, etc., qu'elle projette l'image d'une personne malade vis-à-vis des autres, et ben en fait, voilà, elle va peut-être se culpabiliser de ne pas renvoyer une bonne image. Et donc moi, je pense que cette injonction au positivisme à tout prix, ça peut être néfaste, parce que ça peut passer sous silence la souffrance. La souffrance physique et psychologique, et c'est une souffrance qui en fait est saine, cette souffrance-là, parce que l'homme, l'être humain, c'est pas une machine, on est vulnérable, et donc c'est difficile, mais d'essayer de vraiment se défaire de ce truc de positivisme. On peut se montrer en étant malade, en cours de traitement, en étant amaigri ou pâle ou sans cheveux. Et oui, quand on est malade, on a le droit de pas être positif à tout prix, pour que tout le monde autour de nous ait le sourire. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel j'insiste. Et le deuxième point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est ce regard de l'autre. N'oubliez jamais qu'on n'a pas de boule de cristal, et qu'on ne peut pas lire dans la tête de l'autre, et que bien souvent, il y a quand même une distorsion entre ce qu'on a l'impression que l'autre perçoit de nous et ce que nous-mêmes on perçoit de nous. Il y a eu plein d'études de sociologie assez intéressantes justement sur ça, sur les complexes. Donc hors de la cancérologie, hein, c'était pas forcément des personnes qui n'ont pas de cheveux, mais on le disait tout à l'heure, des personnes trop rondes, avec un gros nez, qui transpirent beaucoup, etc. Et en fait, quand on demandait aux gens, par exemple, il y avait eu des tests des étudiants dans un amphithéâtre, ils faisaient passer un prof avec un gros nez, après un prof qui était transpirant, puis après on interviewait les étudiants, et on leur demandait s'ils avaient remarqué des choses en particulier chez ce professeur. C'était des études de sociaux qui ont été menées aux États-Unis. En fait, la majorité des personnes ne s'étaient pas du tout rendu compte du défaut, du complexe, ou de je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, du prof, mais étaient plutôt partis sur autre chose. Ils l'avaient écouté, ou ils avaient vu le pantalon rouge, ou je ne sais quoi. Et puis finalement, dans les gens qui avaient perçu le détail du gros nez ou de la transpiration, la plupart étaient plutôt bienveillants, en disant le pauvre, il a un gros nez, et malgré tout il déchire, il est super à l'aise sur scène, ou il a beau transpirer, franchement on a trouvé son cours génial. Et finalement, le tout petit pourcentage de la population qui avait à la fois détecté la particularité physique de l'autre, et qui était critique avec l'autre, et finalement ces personnes-là, quand on leur avait fait passer des tests de personnalité, ils étaient eux-mêmes pas forcément les plus sympathiques, on va dire, quoi. C'était des gens qui étaient un peu psychopathes,
psychorigide, qui était paranoïaque, qui avait des troubles de la personnalité. Donc, c'est vrai que moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de se dire, eh ben, il ne faut pas se prendre la tête pour ce tout petit pourcentage de la population qui est probablement elle-même pas très bien dans sa peau. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et quelque part, on est tous imparfaits, en fait. On a tous nos histoires, nos séquelles, nos challenges, un rapport à notre image qui est pas forcément simple. Et en fait, c'est juste se déculpabiliser, dédramatiser ce sujet en se disant, bah, enfin voilà, personne n'est parfait. Et même les personnes qui paraissent avec une plastique parfaite, peut-être ne sont pas bien dans leur basket. Et donc, quelque part, c'est voilà, c'est dédramatiser le sujet. Et puis, euh, quelque part, c'est aussi très éphémère en fait. Et le corps change, le corps évolue, la vie fait que le corps change. Comme disait Fanny, voilà, les cicatrices, les vergetures, enfin, sont tout autant d'étapes de vie qui font la personne qu'on est aujourd'hui et dont en fait on ne devrait pas avoir honte, mais plutôt être fier. Donc c'est plutôt d'embrasser, de célébrer. La diversité de ses corps et de notre parcours. On a un petit message effectivement qui a été partagé par Christine. Euh, qui nous dit bonjour, tout à l'heure vous avez parlé de perruques. Je voudrais savoir à combien de perruques par an pour en changer plus souvent. Donc je présume que vous parlez de remboursement ou en tout cas ce qui est pris en charge par la sécurité sociale. Et elle nous dit également merci pour votre conférence, ça fait du bien de se sentir soutenu. Est-ce que Corinne, tu aurais une réponse à donner à Christine sur ce sujet? Alors, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est une perruque par an, hein, si on parle de remboursement, hein, je pense que c'est Oui, ça. ouais. Alors, quand j'ai parlé de plusieurs perruques de la petite qui avait une collection, je ne suis pas sûre que ça rentrait dans ce cadre-là. C'est vrai que elle était toute jeune, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle se fournissait, mais je pense voilà, je pense que ça rentrait pas dans le cadre du remboursement, hein. Je ne sais pas si elle était, je me demande si elle était pas artiste ou je sais pas, mais il me semble qu'elle se fournissait, voilà, dans des boutiques, Il me semble que c'est voilà. une par an, moi, remboursée Oui, par la oui, Sécu. c'est Tout voilà, à c'est fait, une par an. Et puis après, effectivement, je sais que j'ai d'autres patientes qui se fournissent ailleurs aussi, où les exactement. perruques sont. Il y en a même une, hein, une fois qui avait une perruque qui n'était pas d'une grande qualité, mais si elle ne vous le dit pas, si elle vous dit pas à combien elle a acheté et tout ça, parce qu'elle l'arrangeait, c'était Mm. voilà. Donc même si les perruques, on trouve des perruques qui sont vraiment pas très chères, donc qui sont peut-être moins au niveau qualité, qui sont peut-être de qualité moindre, mais qui sont tout aussi jolies et voilà. Tout Donc à je fait. pense que En fait, pour le forfait, effectivement, de remboursement, on a un mm, forfait CPAM à 250 euros par voilà, an. c'est ça. Mm, Et en fait, le reste du montant, parce qu'on sait que les perruques aujourd'hui, ça va d'une centaine d'euros à jusqu'à 2 000 euros si on parle de cheveux naturels. Donc, mm, c'est déjà effectivement un investissement. Donc, la CPAM rembourse 250 euros par an. Le reste peut être pris en charge par votre mutuelle ou votre complémentaire santé. Donc, c'est aussi à voir avec votre complémentaire santé ou votre mutuelle ce qui peut être pris en charge en complément. Et puis derrière, effectivement, l'un des conseils souvent qu'on donne, en tout cas moi que j'ai pu entendre autour de moi et que j'ai pu derrière donner par ailleurs, c'est que vos perruques, vous pouvez les faire styliser. Donc, c'est-à-dire que un peu comme on se fait couper les cheveux chaque mois ou tous les 2 mois ou peu importe, l'idée c'est qu'une fois que vous achetez une perruque, la perruque elle est d'une coupe très standard, très classique, vous pouvez bien évidemment retourner voir votre coiffeur ou retourner voir un socio-coiffeur qui va effectivement la couper à votre visage, en fait, à votre morphologie, comme un coiffeur le ferait au quotidien. Et ça permet effectivement, comme disait Corinne, de ne pas forcément se douter quand on croise quelqu'un dans la rue qu'elle porte une perruque. Et derrière, effectivement, même dans les magasins de déguisement, il y a des perruques roses bonbons comme au Lido, il y a des perruques bleues, il y a des perruques vertes. mm. Après, on peut s'amuser effectivement et aller dans quelque chose de plus excentrique si on souhaite aller là-dedans, mais on peut aussi tout aussi bien acheter une perruque qui soit très proche de la coupe qu'on avait précédemment et effectivement, d'ailleurs, d'aller voir son coiffeur en montrant la photo de la tête qu'on avait avant et de dire, moi, je veux exactement la même chose. C'est ça. Et en fait, il faut juste que ce soit juste pour vous. Et ce sera juste derrière pour les gens qui vous entourent. Si vous êtes bien dans vos baskets, c'est ce qui transparaîtra. J'espère que ça répond à votre question, Christine. On a un témoignage d'Isabelle que donc je vais vous partager. Nous accordons beaucoup d'importance au regard des autres. Il ne faut pas être atteinte d'un cancer pour cela. Et au Mm, final, c'est le jugement des autres qui prédomine dans nos ressentis.
Soyez tous et toutes simplement conscients que vous êtes les acteurs de votre vie. Faites ce que vous avez envie. Un seul réel et sincère pilier autour de vous suffira à vous sentir très bien. Et ce n'est pas un positivisme à outrance, c'est une simple philosophie de vie en général. En général, les jugements proviennent de personnes elles-mêmes, mal dans leur vie, et se complaisent dans le malheur des autres. Je trouve que c'est assez doux et c'est une manière assez chouette de pouvoir terminer cette conversation. Si vous voulez effectivement compléter ou conclure avec vos mots à vous, Corinne, Fanny, je vous en prie. Ben, moi, de mon côté, j'ai pas grand-chose à dire de plus que le témoignage d'Isabelle. Dire que là, elle m'a coupé l'herbe sous le pied. J'ai fait 10 ans de médecine, tout ça pour me faire couper l'herbe sous le pied. Je ne pourrais pas mieux conclure que ce qu'elle a fait. Donc, merci Isabelle. Merci à toutes. Corinne, je te laisse ajouter un petit mot. Moi, j'étais ravie en tout cas, comme d'habitude. Moi, j'ai été ravie aussi de participer. Et puis, comme toi, hein, je pense que c'est très, très bien résumé. Moi, le mot que je retiendrai, c'est vous êtes les acteurs de votre vie. Effectivement, ça, je peux le constater et je le rappelle aussi à mes patientes. Voilà, et donc du coup, comme on est acteur, donc on peut faire ce qu'on a envie, ce qui nous tient à cœur, justement. Et donc du coup, voilà, pas un positivisme à outrance, effectivement, comme tu le disais, Fanny. Donc non, non, je trouve que c'est très, très bien résumé. Très, très bien résumé. Parfait. Merci à tous, à toutes. Bah, Au niveau des merci à toi, filles. Corinne, de t'être jointe à nous ce soir. Merci pour tout ce que tu fais auprès des patients et des patientes que tu rencontres chaque jour à l'hôpital, d'être là pour prendre soin d'eux, pour les aider à prendre soin d'eux-mêmes, de les guider dans ce parcours qui des fois n'est pas simple et qu'on a effectivement des fois jamais navigué avant d'être malade. Donc merci pour ton engagement et voilà, pour tout ce que tu fais au quotidien. Merci Fanny pour ton regard de Merci. psy qu'on adore et qui vient toujours enrichir les sujets comme ça depuis 5 mois. Écoutez, moi, voilà, je pense que, pardon, je pense que tout est dit par effectivement le témoignage d'Isabelle. Donc, je vous remercie tous et tous de vous être connectés. Et on va juste lancer quelques questions de sondage, pardon, comme on fait à chaque fois pour avoir vos retours. Oui, c'est hyper important. Je prends la main parce que Anne-Sophie est juste en train de s'étouffer. Tout va bien. Mais donc, si vous pouvez répondre au sondage, pour nous, c'est super important. Comme ça, en plus, ça nous aide à nous améliorer et puis à connaître les thématiques qui vous intéressent le plus pour les prochains rendez-vous résilience. Donc, merci beaucoup de pouvoir répondre à la petite enquête et je vais aller faire un massage cardiaque à Anne-Sophie. Ah non, elle est toujours là, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine thématique. Et on va probablement se baser sur vos retours pour pouvoir définir la prochaine thématique qu'on abordera au prochain rendez-vous résilience. À bientôt. À On vous souhaite bientôt. une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée Au à revoir. toutes. Au revoir.